Nous sommes amenés à nous poser la question de la sécurité sociale et des débuts de la sécurité sociale. On oublie d'où vient cette idée généreuse, elle vient de la nuit des temps. Et on oublie que l'individu ne peut exister que si le groupe existe. S'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas d'individu. Et de tout temps, les hommes, de tout temps, et aujourd'hui les hommes se sont préoccupés d'entraide. Et les premières sociétés qu'on a inventées sont des sociétés informelles, c'était des sortes de tontines, qui existent toujours aujourd'hui, qui avaient plusieurs vocations. Et on a vu les corporations de métiers se préoccuper par des systèmes d'entraide, de solidarité au Moyen-Âge. Des patrons, souvent des patrons chrétiens, qui vont se préoccuper de leurs salariés et qui vont faire des sociétés d'entraide. Et qui vont organiser la médecine. Et quand on arrive à la sécurité sociale, en 1945, il y a un nom qu'il ne faut pas oublier, c'est le nom de Larocque. Larocque, c'est un inspecteur des finances qui va penser pendant la guerre, qui va penser la reconstruction de la France. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que les idées généreuses vont se mettre en œuvre. Il faut imaginer ce que ça a été, que cette création de la sécurité sociale, c'est-à-dire le droit à chacun selon ses moyens et à chacun selon ses besoins. Et c'est ça l'idée fondatrice de la sécurité sociale que beaucoup nous envient. En 1945, eh bien, des gens, modestes gens, ont pu avoir accès aux soins, ont pu avoir accès à des choses, à des médicaments, même s'il y en avait peu à l'époque. Voilà, je crois que ce que je voudrais faire revenir, c'est ce mouvement qui est venu du fond de l'histoire des hommes et qui a permis la création de la sécurité sociale, qui a été, alors là aussi, fondée sur le travail. C'est ça ce qu'on appelle la protection sociale, c'est-à-dire on ne peut pas penser le soin, je ne dis pas la santé, on ne peut pas penser le soin si on ne pense pas à la protection sociale, si on ne pense pas aux mutuelles, si on ne pense pas aux compagnies d'assurance, mais dont la règle, le modèle économique remonte au Tonti. Ce système qui a été mis en place dans un grand élan de solidarité pour protéger tous n'a pas pu pour autant remédier aux inégalités et peut-être ne nous a pas permis suffisamment de penser le lien qui peut exister entre les inégalités sociales et économiques et les inégalités en termes de santé. On parle du lien entre les inégalités socio-économiques et la santé. Les inégalités sociales en matière de santé, c'est entre guillemets une sorte de découverte récente. C'est-à-dire qu'elle n'a pris des lettres de noblesse, c'est-à-dire scientifiques, que récemment. On va encore attendre une autre dizaine d'années pour que ça commence à être évoqué dans les priorités de santé des États, au moins en Europe. Et au niveau mondial, l'OMS a, je suis méchant, je dirais, enfin décidé à s'en occuper dans le début des années 2000 pour aboutir à la commission sur les déterminants sociaux de la santé, qui a terminé ses travaux il y a à peu près un an. Et maintenant, on va sortir des rapports sur ce genre de questions tous les jours. Qu'est-ce que ça a à voir avec la santé des gens? C'est compliqué, on n'a pas de définition. La définition est, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, elle est irréductiblement individuelle. Et personne, je dénie à quiconque le droit de me dire si je suis en bonne santé ou en mauvaise santé. C'est mon affaire et c'est de personne d'autre. Si on revient aux statistiques, donc si on travaille au niveau population, alors l'impact des inégalités sociales en matière de santé, pour une fois c'est simple, ça affecte tout. Alors vous prenez la longévité, la mortalité évitable, l'espérance de vie en bonne santé, les facteurs de risque, tabac, alcool, accident, l'alimentation, l'obésité, à peu près partout. Deuxième point clé, c'est qu'il y a un gradient. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un gradient, ça veut dire qu'il y a, quelle que soit la méthode dans laquelle vous découpiez la hiérarchie sociale, en 5 groupes, en 3, en 8, ça c'est votre affaire, de toute façon, du haut au bas de ces échelles, il y a une progression de l'état de santé. On disait dans le temps, il vaut mieux être riche et en bonne santé. Non, il vaut mieux être riche et donc on est en bonne santé. Jusqu'à un certain point. On va faire dire ce que je ne dis pas. Mais il y a ce gradient, il est observable partout. La découverte de ce qu'on a appelé le parcours de vie. C'est-à-dire que, quand on regarde les trajectoires des gens, on voit une accumulation, soit d'avantages, soit de désavantages dans l'existence. Et ça commence probablement dès avant la naissance, mais certainement dès la naissance, et ça ne fait que s'accumuler.
Alors, ce n'est pas linéaire. Il y a des gens qui, à un moment donné, ont un changement de vie qui fait que ça va mieux. Mais il y a une accumulation d'avantages ou de déficits. On classe, en général, la question des inégalités dans 3 types de groupes. Un, c'est les inégalités de financement. Quel est le pourcentage du budget de base d'un foyer qui est consacré aux dépenses de santé? Et d'un autre côté, à quoi est-ce que ça donne droit? Et donc, quelles sont les questions d'égalité, d'accès aux services, d'accès aux soins, d'accès à des soins de qualité équivalente? Ce n'est pas la même chose et toutes les études ont toujours montré depuis 25 ou 30 ans comment on était traité différemment suivant sa classe sociale dans les services de santé, même si on avait accès et même si on payait le même prix. Et la dernière chose, c'est l'accès à la connaissance, ce que les anglo-saxons appellent health literacy. Qu'est-ce que, pas simplement la masse d'informations que vous avez, pas simplement les campagnes nationales de l'INPES qui finissent par être beaucoup mieux absorbées par les gens qui ont un bon niveau d'éducation que par les autres, mais qu'est-ce que réellement vous savez et vous avez la compétence d'influencer sur ce qui détermine votre santé ou pas.